Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois aujourd'hui Goran Puig. Salut Goran, comment tu vas? Bah super, et toi? Bah écoute, impeccable, merci de me recevoir dans ta ferme. Là depuis, je suis arrivé hier, c'est déjà sympa, on a passé du bon temps. Bah j'espère que t'as passé un bon moment et que le lieu te plaît. Après c'est vrai que le lieu est pas encore parfait, hein. Il y a encore, il y a encore beaucoup de taf. Il y a de quoi s'occuper, c'est cool. Mais ouais, par contre il y a de quoi s'occuper, ouais. C'est cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Et ben moi c'est Goran, 22 ans et depuis 3 ans je me suis lancé le défi fou de monter une micro-ferme en permaculture. 3 ans de difficultés et aujourd'hui depuis 1 an en fait je me suis mis à faire des vidéos avec mon meilleur pote Hugo. Et en fait, dans ces vidéos, je partage ma passion pour le jardin, je donne des astuces aux gens pour qu'ils puissent mettre en pratique chez eux pour avoir des récoltes. Et à côté de ça, du coup, je poursuis le développement de la micro-ferme, donc à savoir à la fois l'entretien, l'installation des nouvelles choses et aussi du coup la culture de tous les légumes et les fruits. Trop bien, de toute façon on va revenir sur ça un peu plus tard. Dans une première partie, je vais aborder un peu ton parcours avant la permaculture. Après, on verra du coup les débuts quand tu t'es lancé dans la permaculture. Et après, l'agrandissement et le projet que tu as qui arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous raconter où tu as grandi et tes centres d'intérêt étant enfant? Et bah, j'ai grandi juste à côté d'ici, dans la maison familiale qu'on a vendue il y a 4 ans et demi, 5 ans. Donc sur le terrain ici, c'était un peu le terrain de jeu de mon enfance. Les bambous qui sont juste à côté, c'est avec ça que je faisais quelques petites cabanes dans le jardin. Donc voilà, mon enfance je l'ai passée ici. Tout ce qui est autour de nous, c'est familial pour moi parce que le paysage autour, j'ai grandi avec quoi. Et mes centres d'intérêt, concrètement, ça a été, il y a eu plein en fait de centres d'intérêt entre guillemets dans le sens où j'ai toujours aimé faire un peu de tout. Je me suis jamais attaché vraiment à un sport, tu vois, par exemple, j'avais fait un peu du tennis, du foot, du cheval, du hip-hop. Après j'étais allé faire du rugby, le rugby pour le coup, rugby et natation, c'est les 2 sports que j'ai le plus accroché entre guillemets. Et t'étais plutôt manuel ou plutôt intellectuel comme garçon? Quand j'étais jeune, plus intellectuel, on va dire. Okay. J'étais pas mauvais à l'école, entre guillemets, jusqu'en 5e ou à 4e, où après ça a dérivé. Mais après, on va dire que pendant une période, j'étais rien, ni intellectuel, ni manuel. Même si, je bricolais un peu quand même, parce que vu que je vivais à la campagne... Mais c'était pas ta passion, quoi. C'était loin d'être ma passion. J'aimais quand même bien bricoler, passer un peu du temps dans le garage, à gratter le bois ou des trucs comme ça, mais pas une grande passion pour, quoi. Ok. Et après le lycée, du coup, tu as poursuivi tes études en philosophie à Montpellier. Pourquoi tu as choisi cette voie et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu t'es lancé en philo? En fait l'idée c'était simple, c'était découvrir les bancs de la fac, me former sur des sujets un peu généraux entre guillemets, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en philo, parce que la philo concrètement c'est pas que une formation dans laquelle tu apprends la philosophie. Au final la philo c'est plus un support, dans le sens où la formation de philosophie t'apprend beaucoup à synthétiser, à structurer ton argumentation, ton point de vue. Ça m'a permis de faire d'énormes progrès, par exemple en termes de développement écrit. Même si j'ai fait qu'1 an, je le sais que ça m'a beaucoup aidé dans le fait d'argumenter. En fait, c'est plus dans la forme que ça t'aide plutôt que dans le fond. C'est ça en soi, mes cours de philo, les pensées pascaliennes, je m'en rappelle même pas, tellement je m'en fous en fait. Moi c'est surtout tout ce que j'ai appris autour finalement qui m'a beaucoup servi, et le temps que ça m'a permis d'avoir en fait, et de me lancer dans le projet, quoi. Parce que du coup tous les soirs en fait je bossais sur le projet dans ma chambre à imaginer un peu la ferme de demain, quoi. Ok, mais parce que du coup, ce projet, c'est le thème de la permaculture, à quel moment il est arrivé dans ta vie? À quel moment tu t'es intéressé à la permaculture? En fait, la permaculture, ça arrivé 1 mois et demi après mon début
sur les études, quoi. C'est-à-dire que en fait, j'ai commencé les études en septembre. Ok. J'arrive à Montpellier, trop cool, les cours commencent. Sauf que un mois après, deuxième vague de Covid, donc c'est à ce moment-là. quasiment plus court. Donc du coup, c'est vrai que moi qui pensais être sorti de cette vague de Covid, bah, au final, on passe sur une deuxième. Donc je me dis que ça se terminera jamais finalement. Pratiquement plus court, et moi ce que j'avais besoin c'était d'un cadre, c'est d'être en contact avec des profs, d'être en contact avec d'autres étudiants. Ouais, parce qu'à la maison à distance, c'est c'était pas possible quoi, c'était que des PDF et moi au bout d'un moment ça me gonflait, donc je faisais le minimum pour essayer d'avoir mon année entre guillemets. Mais du coup, tout mon temps libre, en fait, je le passais vraiment je sortais pas, en fait, je passais mon temps à chercher un peu ce qui allait me passionner, quoi. Ok. Et je me suis renseigné sur plein de trucs, et c'est la perma qui a pris le dessus sur tout, en fait. Ok. Et justement sur les études. Ouais, je vois. Et est-ce que du coup, tu peux expliquer la différence entre la permaculture et l'agriculture traditionnelle, comme on connaît Bah, en gros, tout simplement, on a l'agriculture comme on la connaît, donc le fait de maîtriser un processus naturel, donc ça peut être par exemple le lait par exemple, donc élever la vache qui va au cours de son cycle de vie faire des veaux et qui va du coup donner du lait, la vache donne du lait quand elle a le veau. Bah, en fait c'est l'agriculture, c'est maîtriser ce processus là. Ok. Qui a pour objectif en fait de nourrir les hommes, et du coup c'est une pratique qui est très conventionnelle. Par exemple les champs de blé, c'est très aligné, très bien organisé, avec un objectif vraiment de rendement. Ouais. Voilà, exactement. Alors qu'en permaculture, on a un objectif de rendement, mais l'objectif principal en fait c'est de prendre soin du sol. Ok. Et ce schéma agricole-là, en fait, c'est pour ça il y a deux écoles. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est juste qu'il y a différents points de vue. Et en permaculture, on part du principe que le mieux, c'est d'avoir un sol qui est extrêmement fertile par le naturel. Et grâce à ça, en fait, lui, il va donner justement tout ce qu'un sol infertile manque, c'est-à-dire un équilibre et donc des plants qui sont en bonne santé, quoi, des plantes en bonne santé. Ok, je vois. Donc du coup, l'agriculture, on est dans une artificialisation de la nature. Pour contrôler le rendement, voilà, pour optimiser, voilà, gérer vraiment, tous les paramètres, on va dire. Exactement. Alors, c'est ce qui a permis d'arriver où on en est aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que nourrir toute la planète a été nourrie grâce à l'agriculture, donc on peut pas cracher dessus, clairement. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Il y a des conditions climatiques qui arrivent et qui font qu'on doit se réinventer. Et c'est vrai que la permaculture, c'est intéressant parce que, justement, là, on va reproduire le schéma de la nature. Okay. Et à travers ça, en fait, on recrée la biodiversité, on recrée des espaces sauvages, des espaces naturels qui sont hyper productifs. Par contre, il faut accepter de ne pas être focus sur le rendement uniquement, de ne pas se dire je veux absolument tant de kilos. C'est la nature qui fait son travail. Exactement. En fait, comment un petit peu la permaculture est née? En fait, on s'est rendu compte que les végétaux poussaient mieux là où il y avait des végétaux morts, entre guillemets. Là où il y avait des végétaux broyés, ou là où il y avait du fumier. On se rendait compte qu'à côté des animaux, à côté des écuries, là où on jetait le fumier, avec le temps, on avait une fertilité qui était exceptionnelle. Ouais. Donc en fait, c'est à partir de là qu'on se dit, il y a quelque chose à faire, quoi. Ok. Et du coup, tu regardes des vidéos et tu t'intéresses à ces pratiques. Et à quel moment vraiment tu te dis, allez, je passe à l'action, je commence? En fait, moi j'ai toujours eu plein de projets, de plein de sortes différentes. J'ai toujours voulu monter ma boîte à un moment ou à un autre, et pour ça, en fait, je réalisais un peu des dossiers, entre guillemets. Et la perma, en fait, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça passionnant, mais comme tout, en fait, je me suis dit. Comme tous les projets auxquels tu penses, tu te dis au début, c'est passionnant, quoi. Voilà, c'est passionnant, mais à moi de faire un dossier, et si à la fin du dossier ça me plaît encore, c'est que ça vaut peut-être le coup d'aller le creuser et de voir un peu plus. Ah, donc t'avais déjà ce côté un peu. Voilà. Et du coup, j'ai fait le dossier. T'aboutis les trucs, quoi. Voilà, et j'ai fait. Il y a trop de trucs à faire. Et j'ai réfléchi, et j'ai fait, putain, en fait, c'est vrai que j'ai un terrain d'1 hectare, mais c'est vrai qu'un hectare, c'est pas beaucoup. Puis en fait, je me suis rendu compte que la surface idéale pour une micro-ferme en permaculture, c'est 1 hectare. Du coup, je me suis dit, en fait, ce serait une honte, en fait, de pas tenter, sachant qu'à la fois, ça me fait kiffer. J'ai envie d'essayer, et j'ai le terrain, quoi. Enfin, à un moment. Ouais, t'as toutes les armes. J'ai toutes les. T'as plus d'excuses pour te dire. J'ai plus d'excuses. Okay. Et je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter.
Je regrettais un jour dans ma vie parce que c'est un truc qui peut être passionnant et au final c'est vrai qu'avec du recul, avec 3 ans et demi de recul, Tu regrettes pas. je regrette pas du tout et si en fait la chose que je regrette c'est de pas l'avoir découvert avant en fait. Ouais. Parce que je me dis que la perma ça aurait peut-être été quelque chose qui aurait pu changer le cours de ma vie Oui mais aujourd'hui ça change le cours de ta vie. Ça change le cours de ma vie mais je pense que tu vois peut-être quand on a quitté ma maison pour des raisons financières, bah peut-être que la permaculture aurait pu, entre guillemets, donner un relan d'espoir. À ce moment-là, c'était jeune aussi. J'étais jeune, bien sûr. C'est pour ça que avec des si on refera jamais le monde. Mais c'est vrai que la seule déception que je peux avoir, en fait, c'est de peut-être pas avoir assez écouté mon grand-père sur le milieu agricole et qui me disait toujours quand j'étais petit que c'était une voie d'avenir et que c'était une voie de noblesse, entre guillemets. Et quand tu t'es lancé, du coup, tu t'es directement dit je le fais un peu pour faire un business après, tu t'es pas dit je le fais pour le kiff, je fais mon potager quoi. En fait, moi, ma mère, elle m'a élevé de façon à sois heureux et tout roulera derrière. Ouais. Dans le sens, fais un métier que tu kiffes et t'excelleras en fait. Genre, oui, tout peut devenir business en tout fait. peut devenir business. Quand il y a la fait. passion. Genre c'est ça en fait, c'est juste une question d'être passionné, c'est juste une question de savoir ce que tu veux et si tu veux faire un truc pour faire de l'argent, tu feras pas d'argent. Ouais. Parce qu'à un moment tu vas te casser la gueule et je suis persuadé que si j'avais fait ce projet pour les thunes, pour la fame, pour tout, ça n'aurait jamais marché. Ouais. Parce que oui, là c'est avec le cœur et après c'est avec le ça cœur dans les vidéos, c'est pour ça que ça marche. C'est ça, enfin, clairement. Moi aujourd'hui, mon projet, genre c'est ma vie, mes animaux c'est ma vie, je suis tous les jours ici, mes plantes c'est ma vie, genre je suis passionné par mon métier, tu vois, genre c'est vraiment tu vois, limite, genre, ça me prend au trip de savoir qu'il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie et que potentiellement c'est un métier qui pourrait les passionner parce que, genre, tu sais, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi je suis pas manuel, ouais, mais moi je suis pas ci, ouais, mais moi je suis pas ça. Putain, mais moi, si vous saviez comment j'étais avant, j'étais pas comme ça, tu vois, genre, j'étais un jeune comme tous les autres, je voulais faire la bringue, je voulais sortir, je ne pensais pas au boulot, je pensais pas à l'école, je m'en foutais de ça. Et aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse. Ouais, t'as trouvé ta vocation. Donc en fait, peu... c'est juste une question de vocation, je pense. Ok. Et du coup, quand tu te lances, j'imagine qu'au début, bah, tu peux pas en vivre, tu gagnes pas d'argent. À côté de ça, du coup, tu fais quoi? Tu fais des cours, tu travailles. Comment tu gères cette période entre le moment où tu as commencé à gagner ta vie avec ça et le moment où tu t'es lancé Bah, en gros, j'ai commencé, j'avais clairement 4 000 € de côté. Ok. 4 000 € de côté. Que j'ai investi du coup pour acheter toutes les plantes, les premiers arbres, les premières planches pour faire des bacs, les premiers matériaux en fait pour faire ma serre de récup, tous les trucs en fait qui allaient me servir à développer le projet quoi. Sauf qu'au bout de 3 mois j'avais plus rien. J'avais plus rien parce que la réalité fait que je peux pas investir dans un projet en même temps vivre, c'est pas possible, soit l'un soit l'autre. Ou alors t'investis mais très peu et dans ce cas là le projet il va mettre 15 ans à se développer et moi l'objectif que je m'étais fixé c'était 5 ans pour ouvrir la ferme. Okay. 5 ans au maximum pour la rendre viable et donc voilà, et donc du coup au bout de 3 mois plus rien, donc 2 solutions, soit on arrête, soit on se sort les doigts et on va bosser quoi, et du coup j'ai réussi à trouver un boulot à côté dans un magasin de bricolage. Je bossais de 7h à 13h tous les jours. Je rentrais chez moi à 13h, je mangeais, je faisais une petite sieste d'1 heure et après toute la fin de journée, je la passais au terrain. Tous mes week-ends, je les passais au terrain. Dès que j'avais des repos, vacances, c'était sur le terrain. Je pense que clairement, sur les 3,5 dernières années, si j'ai pris 1 mois de vacances, c'est le bout du monde. Mais 1 mois de vacances... Oui, réparti, pas... Réparti en 1 jour par-ci, une demi-journée par-là, genre c'est tout, hein. Genre j'ai jamais pris une semaine pleine. Pendant 1 semaine, je suis pas venu sur le terrain, genre. Mais parce que, genre, j'y crois et... Oui, parce que ça te prend au trip et du coup, t'as envie d'être là. C'est aussi un choix. C'est ça, mais il faut de la motivation, de la détermination, mais sur le long terme. Ouais, parce que c'est pas juste au début, quand tu lances le projet, je suis excité, mais après, il faut être capable de durer pendant 3 ans et demi. Surtout, il faut accepter les hauts et les bas, quoi. Surtout les bas. C'est ça le plus dur.
Et ouais. C'est le plus dur, c'est en fait, t'es persuadé d'un truc et la réalité te montre que t'es dans le faux, tu vois, t'as pas raison, genre. Et ça fait mal, tu vois. Ça fait mal, mais après, tu te rends compte que du coup, il y a plein d'autres solutions et plein de choses qui sont hyper positives, quoi. Ok. Et du coup, après ça, une fois que tu commences à te lancer et que tu commences à vraiment faire de la permaculture, tu as Hugo, ton meilleur ami, qui te rejoint pour l'aventure et qui vous commencez à faire des vidéos ensemble. C'est ça. Pourquoi avoir choisi de faire des vidéos et pourquoi est-ce qu'il t'a rejoint dans cette aventure? C'est ça, bah attends, je vais te réexpliquer rapidement parce qu'en gros, c'est vrai que j'ai pas donné de temporalité, mais en gros, 14 février 2021, du coup, je commence le premier coup de bêche sur le terrain. 1er mai 2021, je commence à travailler au magasin de bricolage juste à côté pendant 1 an. Okay. Donc pendant la première année, du coup, voilà, je fais le switch entre les deux, le matin matin magasin de bricolage, l'après-midi la ferme. Et au bout d'1 an, du coup, en juin, un peu plus d'1 an, en juin 2022, j'arrête. Okay. Je plaque tout parce que comment dire, mon objectif en fait c'était de bosser 1 an et de pouvoir cotiser suffisamment pour pouvoir bénéficier de l'ARE, l'aide de reprise à l'emploi, donc en fait le chômage pour les entrepreneurs, qui te permet en fait d'avoir comment dire, une indemnité en fait tous les mois, en fait le chômage, mais avec quand même un parcours, c'est-à-dire qu'avec Pôle emploi, du coup j'ai suivi un parcours de structuration de mon projet où j'étais suivi par une dame par exemple avec qui j'avais un rendez-vous toutes les semaines en fait, où je lui ai expliqué mon avancement sur le projet, sur quoi je vais travailler, quel truc elle me conseillait, tu vois, c'était une maraîchère de 15 ans d'expérience, donc c'était hyper intéressant. Et du coup, pendant 1 an, ça a été l'année un peu l'année de la claque. Okay. L'année où je me suis rendu compte que la réalité, elle était vraiment compliquée. Et que ça allait pas être tout beau tout rose. Voilà, que ça allait pas être tout beau tout rose. Je plante mes plants, tout se passe bien, je les récolte et on est heureux. C'est ça. Mais j'ai quand même accumulé suffisamment de bonheur dans cette année pour me dire que je continue, tu vois. Okay. Et après, par contre, du coup, l'année suivante, déterminé à continuer, du coup. Donc, je prépare une nouvelle saison comme j'allais le faire, quoi. Et Hugo revient d'un voyage de 6 mois en Asie et on fait un barbecue et il me dit si t'as pas une astuce là, on fait une petite vidéo, un truc à partager ou quoi. Et c'est là que c'est parti, on a fait la première vidéo, puis la deuxième, la troisième, incroyable. Et ainsi de suite. Et au bout de peut-être la 6-7e vidéo, il y avait déjà 2-3 000 abonnés sur TikTok. Donc du coup, c'est dit, allez, on continue. C'est genre que ça appelait un minimum, donc tu continues. C'est ça, du coup, l'année 2023, je vais pas dire que j'ai fait un stand-by sur la ferme, mais en gros, j'ai un peu ralenti le développement, dans le sens où j'ai pas fait autant que ce que je voulais. Parce que justement, l'idée, c'était de développer au max les réseaux sociaux et parce que le projet en fait final, c'est à la fois du coup développer la ferme, mais que finalement il y a un véritable accompagnement formatif des gens et c'est vrai que on se rend compte en fait qu'avec le digital tu peux toucher beaucoup plus de personnes et du coup l'impact est beaucoup plus grand. Donc vous avez une explosion, on va dire fulgurante, parce que là en 1 an, vous avez presque atteint 1 million sur Insta, 400 000 sur TikTok, 150 000 sur YouTube, les stats elles sont incroyables. Et justement, toi, déjà comment vous vous organisez pour créer du contenu, en même temps gérer la ferme qui grossit, pour faire tout ça, et en même temps, comment vous accueillez, on va dire, le début où au moment où ça explose? Le début c'est quoi? C'est euphorie quoi, parce que tu comprends pas ce qui se passe. D'un coup, tu fais des stats. Ouais, toi, t'es dans ton jardin. Moi, je suis dans mon jardin. Tu montes ton pied de tomate. Sur un projet où, pendant 3 ans, on me dit que c'est un projet où je perds mon temps, que c'est un projet qui sera trop compliqué à mener. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec une communauté à 10 000 abonnés qui te dit qu'ils en veulent plus, ils veulent plus de vidéos, ils veulent plus de trucs, ils veulent plus de ci.
tu te dis putain, c'est difficile quoi. Attendez, j'ai failli baisser les bras plus d'une fois et là je fais une vidéo et on me soutient du coup. Genre c'est vrai que ça a été un peu difficile au début, mais après Après ça a été aussi une énorme source de motivation. Bah ça a été une énorme source de motivation parce que du coup plein de personnes qui te soutiennent, plein de personnes qui veulent. Tu dis ça, enfin ça plaît ce que tu fais, c'est-à-dire que je le fais pas trop mal. C'est ça, et puis si ça plaît sur les réseaux, c'est que ça plaît en vrai aussi quoi. Ouais. Donc encore plus conforté dans l'idée de développer vraiment mon projet de micro-ferme. Et en fait tous les rêves que j'avais il y a 3 ans, bah aujourd'hui c'est des rêves qui sont vraiment concrets et qui peuvent être menés en fait, parce qu'à la fois bah, j'ai l'expérience qui fait que je sais ce que j'ai à faire. Genre, je vais faire encore une multitude d'erreurs à n'en plus finir, mais toute la vie, quand tu cultives, tu peux faire des erreurs tout le temps, mais bah c'est ça. Mais aujourd'hui, concrètement, je me sens prêt à gérer mon exploitation. Pas prêt à gérer une exploitation, mais gérer mon exploitation, parce que je sais ce que j'ai à faire, je sais où je veux aller, et je sais ce que j'ai à faire quoi. Et c'est bien. Est-ce que tu peux expliquer du coup l'organisation que tu fais, parce que toi, du coup, tu bosses vraiment que sur le terrain. Et du coup, quel est le rôle d'Hugo avec toi? En gros, Hugo, déjà, premièrement, faut savoir que Hugo, c'est mon meilleur pote depuis de très nombreuses années. Parce qu'en fait, Hugo, on habitait à 150 mètres l'un de l'autre. Et c'est vrai que quand je suis parti du quartier, ça a été un peu le déchirement, parce qu'avec Hugo, on se voyait tous les jours avant. Et du jour au lendemain, bah, plus rien. Donc c'est vrai que cette aventure des réseaux, bah, ça a changé un peu les choses, parce que du coup on est passé on se voyait tous les jours à plus du tout, beaucoup moins que le week-end. En plus il est parti faire ses études à Lyon, tout ça. Et à se revoir tous les jours. À se revoir tous les jours du coup, donc trop cool. Et Hugo aujourd'hui, bah, du coup il a vraiment le rôle du directeur artistique, dans le sens où Hugo il s'occupe de la partie tournage, montage. On imagine les vidéos ensemble, donc communication. Voilà, la communication, la discussion avec les marques. On a aussi une agence justement pour nous aider là-dessus. Mais du coup, c'est Hugo qui fait vraiment le lien entre ça, parce que du coup, par exemple, bah, moi par exemple, je suis dans le champ et que je suis sur le tracteur, bah, s'il y a un appel ou quoi, Hugo il vient, il est juste à côté, donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Si par exemple, tu vois, vu qu'on touche au vivant, je te dis une connerie, on fait une vidéo sur la matière organique et il a besoin de plans d'illustres, bah c'est hyper simple en fait. Il vient me voir, ah putain, il me faut un plan d'illustre sur tel truc, bah bim, on fait, tac, je suis là quoi, tu vois. Alors que en fait, parce que du coup vous êtes associés, voilà, du coup ça marche parfaitement, parce que vous comblez tous les deux. On se comble tous les deux, du coup vraiment un duo complémentaire, et je pense que c'est ça aussi que les gens apprécient en fait dans les vidéos, c'est que en fait, si c'est moi qui faisais le montage et tout, vu que moi je suis incompétent là-dedans, ça ferait des vidéos ça serait moi, mais je l'animerais beaucoup moins bien que Hugo, qui le met en avant parce que c'est son métier. En plus, c'est très. Enfin, tu vois, moi je le vis aujourd'hui, moi je me filme et je me fais mes montages. En fait, c'est horrible. C'est trop dur, t'es jamais satisfait. Oui, mais après ça dépend, parce que t'as des gens qui arrivent très bien à monter leurs vidéos. Genre, moi par exemple, je regarde tes vidéos, c'est super bien monté. Moi, pour le coup, j'ai aucune compétence de montage. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand t'as quelqu'un d'extérieur qui monte le truc, c'est sûr que c'est. Tu vois, genre, il sait ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ouais. Et toi, des fois, je trouve des trucs qui sont pas bien sur moi. Peut-être que quelqu'un d'autre dira que c'est bien, tu vois. Ouais, et donc, du coup, c'est bien que lui te fasse le montage. C'est pour ça que des fois, sur certains trucs, ça dépend les projets, les vidéos ou quoi. Mais des fois, je dis à Hugo, je veux pas voir, parce que genre je sais que suivant la tenue que j'ai eue ou la coupe que j'ai eue ou plein de choses, genre quand je vais regarder la vidéo, ça va me déranger parce que je vais faire un focus sur tous mes défauts. Ouais, et alors qu'une fois qu'Hugo l'aura posté, je vais la regarder en fait. Déjà premièrement, elle est postée, j'ai plus le choix, et deuxièmement, genre en fait bah c'est comme ça, genre j'accepte une fois que c'est posté, en fait j'accepte tout. Et du coup, il y a un côté encore plus naturel. Exactement. Parce que du coup, toi, tu vois, moi j'ai été là quand vous avez tourné une vidéo. En fait, vous prenez la prise comme ça une fois, c'est très bien, c'est validé. Et du coup, Hugo gère le montage. Toi, tu refais pas parce que t'as pas aimé le mot que t'as dit ou comment la tête que t'as fait. Et du coup, en fait, c'est naturel et ça se retranscrit parfaitement, parce que les gens ils disent ok, c'est naturel. Tu vois, on voit la vidéo, on se dit bah il a tourné en 5 minutes. Et en vrai, c'est le cas. Enfin, tu vois, vous êtes naturel. Vous faites vos plans. C'est vraiment au feeling. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, on peut faire une prise.
et refaire une prise derrière, mais j'arriverai jamais à remettre exactement la même intonation, la même prononciation, ni même forcément les mêmes mots en fait. C'est clair. Oui, parce que tu parles comme tu parles. Parce que je parle comme je parle. Genre, là, tu me dis, on refait l'interview, bah, je te sortirai pas les mêmes mots. Ouais, je te sortirai pas la même définition au mot près de la perma. La définition sera la même, mais je vais pas le tourner de la même façon en fonction de l'humeur, de comment on discute, de plein de choses. Et du coup, donc là, maintenant, depuis quelques temps, là, vous arrivez à vivre de l'activité. Comment vous avez fait au début? Parce qu'au début, vous ne générez pas d'argent. Comment vous avez fait pour vous lancer à deux sans avoir de revenus? Et ben du coup, en gros, pour t'expliquer, du coup, avec Hugo, Hugo lui avait pour objectif en fait de créer sa société aussi, donc de montage, de création de site internet, toute la gestion digitale entre guillemets. Et du coup, bah, Hugo bénéficie aussi de la RE du coup pour la création d'entreprise. Et du coup, bah, par conséquent, moi aussi. Donc du coup, c'est vrai que ça a été top parce que ça nous a permis pendant à peu près 8 mois de pouvoir prendre notre temps, sans dépendre de notre société et de pouvoir investir dans du matériel vidéo, de pouvoir, tu sais, c'est tout bête, mais payer les billets de train pour aller à Paris, des choses comme ça, plein de choses qui coûtent de l'argent et qui ont permis en fait aux réseaux sociaux de s'autosuffire pour la première année. Et aujourd'hui, on peut enfin commencer à se verser un salaire, même si c'est pas encore énorme. Oui, parce que les gens se rendent sûrement pas compte, mais il y a aussi tellement d'investissement dans la ferme. Quand tu montes des projets, en plus là, au fur et à mesure que ça avance, elle grandit de plus en plus, donc tu as besoin de plus de matériel, plus d'infrastructures. Plus de dépenses mensuelles aussi, d'entretien. Et aujourd'hui, vu que la ferme n'est pas encore officiellement une ferme, parce que je suis pas encore officiellement agriculteur, là je suis en cours je suis en train de passer mon statut agricole. Et du coup... tu peux pas vendre tes produits. Je peux pas vendre mes produits encore. Coup, les revenus, c'est uniquement là, les réseaux pour l'instant. C'est uniquement les réseaux pour le moment. Et justement, ça va être à partir de cette année que je vais commencer à vendre mes productions de fruits et légumes. Et ça va pouvoir permettre en fait de commencer à se verser aussi un salaire pour tout le travail depuis ces 3 dernières années entre guillemets. Tout travail mérite salaire. Hein. C'est ça. Et donc là, tu viens de dévoiler dernièrement le gros projet du coup derrière la ferme que tu es en train de créer, la Vie de Massé. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'est ce projet et la vision que tu as pour les 3 prochaines années, quoi? Ouais, le projet c'est simple, c'est la ferme de mes rêves, une micro-ferme pédagogique et maraîchère sur 1 hectare. Donc pédagogique pour recevoir des scolaires, des étudiants, des personnes qui veulent soit visiter, soit se former, mais vraiment cet aspect pédagogique, et à la fois maraîchère pour tout ce qui est production de fruits et légumes, produits dérivés comme par exemple de la sauce tomate, sauce piquante, faire par exemple du coulis, de la confiture, et tout ce qui tourne autour du végétal et de l'alimentaire. Tu veux vraiment te développer et faire une ferme complète, en fait, avec un peu tout... Vraiment, l'idée, c'est de faire une ferme hyper complète où, en fait, les gens se sentent bien quand ils viennent. Moi, l'idée, c'est que quand il y a des enfants qui viennent, limite, ils n'ont pas envie de partir, en fait. Ouais, tu veux créer des moments de partage. Je veux créer des moments de partage, mais naturels. Tu vois, je veux pas créer un parc d'attractions Disneyland. Tu veux pas mettre un cinéma. Non, je veux créer Enfin, comment expliquer ? Des moments de partage, mais autour de choses simples. Autour de choses simples et naturelles, tu vois. Genre, j'ai envie que les gamins ils soient émerveillés devant des tomates bleues parce que c'est une tomate très particulière qui est légèrement bleue. Les animaux. Voilà. Plutôt que devant un cinéma ou un TikTok, tu vois, exactement. Non, je vois très bien. Et c'est aussi, et justement, là, c'est vrai que j'ai dit TikTok, mais non, parce que justement, nous, avec Hugo, l'idée sur les réseaux sociaux, c'est de vraiment, en fait, démocratiser la chose et de montrer, en fait, que même sur les réseaux sociaux, qui ont une image très négative, très péjorative des choses, qu'en fait il peut y avoir aussi des choses hyper intelligentes sur les réseaux. Et puis vous faites vraiment un contenu, on va dire, d'apprentissage. Vous donnez des tips, les gens, on regarde la vidéo, on se dit pas, c'est pas du divertissement pur et dur, où on regarde, on rigole, on swipe. C'est plus, on regarde, on apprend, on enregistre, on sait, on va le faire après. Donc c'est une approche complètement différente. Complètement. Et du coup, bon, au final, ton parcours est quand même ultra inspirant. Et est-ce que tu as des clés pour les jeunes qui ont des idées et qui n'arrivent pas à passer à l'action, qui sont un petit peu bloqués? Est-ce que toi,
Enfin, comment t'as fait toi pour passer à l'action? Bah, je pense que déjà, faut croire en soi et à un moment, faut se poser et faut pas avoir peur en fait de trop croire en soi, je pense. Je pense que si tu te regardes tous les jours dans une glace et que tu te dis je suis le meilleur et personne pourra me battre, ça veut pas dire que t'es un égoïste ou que t'es un prétentieux ou quoi. Ça veut juste dire que t'as besoin de te motiver et que bah t'as peut-être pas forcément. Tu crois en toi. Ouais, et que toi tu crois en toi, genre à un moment, genre faut arrêter de dire ah je suis moche ou quoi, genre à un moment faut se regarder et se dire bah ouais je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bon, Je suis motivé, je vais y arriver, j'ai des capacités, bah ouais je suis pas le plus costaud mais j'arrive à porter des trucs quand même. Enfin, à un moment, on a tous des compétences et il faut arrêter de se dire ah, j'ai un nez qui est pas beau ou quoi. Putain, à un moment, il y a forcément quelque chose de positif quelque part, quoi. Et aussi, tout le monde a des points négatifs. Et c'est il ça. faut pas rester fixé dessus, il faut juste passer le cap, se lancer. Faut passer le cap, mais surtout aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est la clé, c'est le conseil ultime, c'est la chose que tout le monde en fait devrait mettre en place. Avoir un truc au fond des tripes qui te tienne et qui te fasse te lever tous les matins en fait. Et moi tu vois, c'est tout bête, mais par exemple il y a plein de gens qui me disent ouais, moi je sais pas quoi faire de ma vie et tout, comment t'as fait pour savoir ou quoi, comment je pourrais faire. Faut s'intéresser. Bah en fait genre, qu'est-ce que t'aimes faire concrètement? Genre quel est ton kiff? Tu sais, les gens ils disent ah mais je sais pas quel métier c'est mon kiff. Mais non mais je parle pas de métier, je parle de qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie. Il y a des gens ils vont te dire bah sport, moi j'adore discuter, tu sais boire un café et discuter avec les gens, savoir plus sur eux. Putain mais moi quand quelqu'un me dit ça mais je suis là en mode mais en fait il y a plein de métiers qui s'ouvrent à toi. Genre, ils disent ouais mais je vais pas être payé à boire du café à discuter. Mais c'est pas ça le truc. Peut-être que le fond de ton envie, en fait, c'est de discuter avec les gens, de peut-être comprendre leurs problèmes, de les aider. Donc peut-être que tu peux avoir conseil. Ouais, quelques conseillers. Ça peut être conseiller en développement personnel, coach, journaliste, psychologue, thérapeute. En fait, il faut se concentrer sur la chose qui te fait vibrer. La chose qui te fait vibrer, et en fonction de ça, tu réfléchis à qu'est-ce que tu peux faire autour de ça. T'adores. C'est même un truc, quelqu'un qui adore l'alcool, par exemple. Bah. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être critique d'alcool, entre guillemets? Tu sais, d'être testeur de vin ou quoi, genre sans dire d'être un alcoolique qui adore l'alcool 90, hein, mais quelqu'un qui se dit putain, j'adore boire de l'alcool, tu vois, genre j'adore quand je vais chez les grands-parents et qu'ils me font goûter plusieurs bouteilles, genre, bah peut-être que t'as un palais qui est intéressant et que ça vaut le coup peut-être d'aller le tester, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, mais plein de choses en fait qui font que les gens pourraient vivre de passion en fait. C'est clair. C'est quoi ta vision de toi et de ta ferme dans 5-10 ans? Bah, dans 5 ans, moi, l'objectif c'est que la ferme elle soit connue de beaucoup de gens, dans le sens où elle soit connue comme une référence, un lieu où on peut y venir et s'y sentir bien. Ça c'est quelque chose de primordial pour moi. J'aimerais vraiment qu'on se dise la ferme de la Ville-Massé, la ferme de Goran, faut trop qu'on y aille. À ce qui paraît, on est trop bien accueillis, y a plein de choses à voir, c'est trop cool. Ils sont sympas. Enfin ouais, tu vois, genre, c'est vraiment, j'ai envie qu'il y ait ça, et d'ici 10 ans, moi j'aimerais vraiment pouvoir accueillir, mais dans le sens sur du long terme. C'est-à-dire des gens qui pourraient venir se ressourcer pendant 1, 2, 3 semaines potentiellement. Avoir des logements sur place, si éventuellement possible, si c'est possible, ou à proximité, mais faire un truc où en mode vraiment je peux faire un accompagnement où des gens qui sont bien ou pas forcément bien peuvent venir se ressourcer et aller de l'avant, quoi. Ok, top. Tu es du coup maintenant un vrai entrepreneur, parce que du coup tu as entrepris. Est-ce que toi tu penses que l'entrepreneuriat est ouvert à tous? Je pense que l'entrepreneuriat vraiment est ouvert à tout le monde. Dans le sens où déjà premièrement il y a tout le monde qui peut être entrepreneur, tout le monde peut entreprendre quelque chose, et entreprendre c'est pas forcément faire des millions d'euros, c'est pas forcément faire une entreprise productive. Entreprendre ça peut aussi être faire une association par exemple, avec un but non lucratif, qui veut pas dire que tu peux pas générer d'argent, ça veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'à la fin de l'année comptable il doit y avoir 0 €.
Donc ça veut dire concrètement, bah, tu peux très bien monter une association par exemple, mais entreprendre ça peut être aussi se lancer dans quelque chose d'humain par exemple. Ça peut être, en fait c'est hyper large entreprendre. Mais donc toi tu penses que c'est ouvert à tous? Je pense que c'est ouvert à tous, ouais. Mais juste à tous ceux qui croient en eux encore une fois. Ouais. Parce que si tu crois pas en toi... Ça c'est sûr. Et selon toi, est-ce qu'il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux d'entreprendre par exemple pendant les études, comme tu as pu faire ou comme d'autres font? Est-ce que c'est mieux à la sortie des études, parce qu'au moins du coup tu as fini ce chapitre, ou est-ce que c'est mieux après avoir fait des CDI pour avoir plus d'argent, de compétences, etc. T'en penses quoi? Je pense qu'il n'y a pas de bon ou... je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Et je pense pour le coup, tu vois, que les études, c'est la meilleure porte d'entrée pour commencer à entreprendre. Parce que tout le temps que les jeunes passent à faire des soirées étudiantes et tout, s'ils le passent à bosser sur un projet, ils auraient beaucoup de temps et ils avanceraient vite. Beaucoup de temps. Parce que... Des distractions, il y en a hein, quand t'es jeune. Je suis allé à la fac, j'ai rien foutu. Hein. J'ai fait le strict minimum, j'ai eu 9. Donc en faisant un petit peu plus. Un tout petit peu plus. Faut pas faire comme toi. Tu l'as ton année, et à côté, t'as largement le temps d'imaginer un truc. Tous ceux qui font la bringue, ils font largement leurs 15 heures de bringue par semaine. Oui, c'est clair. Ils peuvent bien faire leurs 15 heures d'imagination d'un projet, je pense. Et les études, je pense que c'est le meilleur moment, en fait. Parce que c'est un moment où, bah, du coup, on a du temps libre. Et on a des proches, en fait, qui n'ont pas forcément encore de projet. Et tu vois, quand t'es avec des collègues qui ont pas de projet, c'est là qu'on peut imaginer un truc. Tu vois, et qu'entre potes, on peut se dire, putain, on peut imaginer ça, on pourrait faire ça. Et c'est de là que les idées naissent. Ouais. Et je pense que cette folie, on l'a dans les études, qu'on a peut-être plus après. Bon, pour finir cette petite interview, est-ce que tu peux me donner 3 mots pour définir l'entrepreneuriat? Bah, pour définir l'entrepreneuriat, bah, le premier mot, je pense que c'est risque, parce que c'est le premier truc dans l'entrepreneuriat, tu prends des risques. C'est la réussite, parce que souvent, pas forcément, mais généralement, bah, les risques que tu as pris sont récompensés par une réussite, mais les risques que tu as pris et la réussite que tu vas avoir ne peuvent pas être obtenus sans passion, quoi. Et du coup, c'est pour ça, c'est risque, réussite et passion. Trop bien, bah, ça me va parfaitement. Je te souhaite plein de réussite pour l'avenir de ton projet, pour la ferme. Je prévois de revenir très bientôt pour qu'on se revoie et qu'on se refasse un petit barbecue. Bah, avec grand plaisir. Et puis avec plaisir pour venir t'aider à la ferme la prochaine fois encore. Bah, merci en tout cas d'être venu. Continue ce que tu fais parce que c'est top et trop hâte de te recevoir et de refaire un truc avec toi parce que t'es génial. Trop bien, merci beaucoup, c'était partagé. Parfait. Bah, merci à vous d'avoir regardé.